prenez deux élèves d'une même localité, d'une même classe, ils ne vivent pas les mêmes réalités, ils ne vivent pas dans les mêmes conditions. Même si naturellement ils ont les mêmes facultés, les facultés ne sont pas développées de la même manière. Je fais une extrapolation par rapport aux cantines scolaires. Pourquoi notre gouvernement dit qu'il faut que les enfants mangent à l'école? L'enfant qui vient à l'école, le ventre affamé, qui n'a pas mangé, et l'autre à côté de lui qui a le ventre bien rassasié, ils vont assimiler de la même manière. Et vous voulez comparer les deux après une évaluation. Est-ce que votre comparaison-là est juste? C'est pourquoi dans l'approche par compétence, ce qui est privilégié, c'est les critères. C'est une approche critériée. On l'appelle approche critériée. On définit des critères. On voit dans telle compétence, est-ce que l'enfant a pu développer, s'il a pu développer, il a atteint quel niveau? C'est différent déjà de l'approche normative. C'est l'approche normative qui a été celle de l'école que vous et moi, nous avons connue. Où, quelles que soient vos conditions de vie, quels que soient vos lieux de provenance, vous êtes tous classés. Celui-ci est le premier, lui le deuxième, l'autre est dernier. Mais le dernier que vous renvoyez de l'école, quand vous le retrouvez plus tard dans la vie, il a peut-être encore réussi mieux que celui qui a été premier à l'école et qui a fait les études universitaires. Ce n'est pas seulement par rapport au département, c'est également par rapport aux localités. Donc tout ce qui est classement là, généralement, par rapport à l'approche qui est la nôtre, ça n'a pas de sens. Si vous n'évaluez pas, vous ne pouvez pas découvrir le niveau de difficulté des apprenants. Vous ne pouvez pas savoir comment vous devez pouvoir les accompagner. Le grand risque, c'est que les enseignants risquent de tout abandonner. Ils vont faire enseignement comme ils ont l'habitude de faire, comme on a l'habitude de nous dire que nous on a fini le programme. Ils vont dire nous on a fini le programme, et c'est terminé. Mais lui il a fini le programme, il a enseigné. Qu'est-ce qu'il lui donne l'assurance que l'enfant a appris ce qu'il a enseigné? C'est quelqu'un qui l'avait déjà dit. Il dit, moi j'enseigne. Eux, apprennent-ils? Saint-Ange. J'en ai rencontré il y a 2 ans. Il était à 47 ans. Il avait 47 ans. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu viens chercher encore? Il dit, ah, je suis photographe de profession. Mais j'ai eu un partenaire à l'extérieur qui veut m'accompagner. Mais qui me demande la preuve que je suis allé à l'école. C'est pourquoi je suis venu candidater. Donc je crois que c'est le cas. Celui qui, dans le nom, Togbeyon, bien comment je vais. Togbeyon. Ça peut être son cas, je ne sais pas. Même moi, je n'ai pas connaissance. Surtout que nous avons informatisé cette année, les gens ne peuvent plus présenter n'importe quel candidat. Le ministère des Enseignements maternels et primaires, au cours de ce premier semestre, a su relever le défi de dispenser et valider les programmes d'études dans nos écoles, puis organiser sans bavure ni anécroche les examens du certificat d'études primaires aux écoliers du CM2. Les activités programmées et qui ont été menées entièrement ou partiellement laissent déduire à la date du 30 juin 2023 un taux d'exécution physique moyen de 55,81%. Il s'agira donc, pour résumer, de tirer les leçons majeures de la mise en œuvre de ce PTA 2023 à mi-parcours et décider des mesures à prendre pour corriger les insuffisances, accélérer la mise en œuvre des activités pour de meilleures performances à la fin de cette année. Depuis des mois, il y a des informations qui circulent comme quoi l'État va arracher les terres. La première, c'est que si vous voulez vendre votre immeuble, votre terre, vous devriez obligatoirement avoir le titre foncier. La deuxième, si vous achetez une terre à partir du 14 août 2023, la formalisation doit se faire par l'entremise du notaire. Il faut avoir son levé topographique, il faut avoir la copie de sa pièce d'identité, il faut présenter un acte de présomption de propriété, une demande, il y a l'acte de présomption de propriété qu'il faut joindre à tout ce dossier. Et pour finir, il faut payer un montant. Lequel montant est fonction de la superficie. La séance est la bienvenue. Désormais, pour être
sûr que cette terre nous appartient, il faut avoir son titre foncier. Pour faire des transactions de vente de parcelles ou de domaines, il faut désormais s'adresser à un notaire. Ce n'est pas que les agriculteurs qui occupent même les couloirs. On a même certaines localités où c'est même des éleveurs qui ont cultivé sur un couloir. Il y en a dans la Liborie qu'on est en train de gérer actuellement. Donc nous devrons essayer quand même de dépassionner le débat, mais tout en restant vigilants. Mais comme je le dis, pour ce qui nous concerne, les questions de sécurité qu'on sort, c'est surtout la coproduction de la sécurité. Le département de la Liborie fait face à beaucoup de problèmes liés au changement climatique, beaucoup de problèmes liés à l'insécurité et aussi tout ce qui a comme difficulté liées à la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs, surtout les communes de Karimama et de Malanville, où la pression sur le foncier est quand même un problème majeur. Nous avons abordé avec les éleveurs un certain nombre de leurs craintes et des attentes qu'ils ont, notamment la question des couloirs de transhumance qui sont obstrués et surtout l'occupation des bas-fonds où les éleveurs n'ont plus accès à l'eau. Ils ont abordé des questions d'ordre sécuritaire, notamment la question des arrestations. Nous allons poursuivre dans les autres départements et nous allons rencontrer tous les acteurs concernés et échanger avec les communes également pour que la question de la cohabitation harmonieuse entre agriculteurs et éleveurs, un vœu très cher du chef de l'État, soit réellement une réalité. Nécessairement, on ne doit pas se fier sur la beauté physique. Mais avant de pouvoir s'approcher d'une personne, il faut que cette personne d'abord ait un minimum de beauté que possible. Parce que, c'est-à-dire avant qu'une femme n'attire un homme ou bien qu'un homme n'attire une femme, il faudrait que les deux d'abord aient un minimum de beauté que possible. Vous voyez, non? Après cela, après l'attirance, on peut dire que il faut s'étudier et essayer de voir d'abord les critères et les caractères que la personne est en train de... C'est-à-dire les caractères de la personne. Est-ce que ça correspond à ce que toi tu cherches? Est-ce que vous pouvez rester ensemble? Est-ce que vous êtes compatibles en fait? Cela va vous amener à savoir si vraiment vous pouvez rester ensemble ou pas. Sinon, la beauté physique ne compte pas, mais elle a aussi quand même son rôle à jouer dedans. C'est pas quelqu'un que tu as choisi, c'est pas quelqu'un que tu as choisi juste pour rester avec lui, juste pour une journée ou bien 5 mois. Donc, on ne doit pas nécessairement compter sur la beauté parce que quelqu'un peut être beau et ne peut avoir un bon comportement ni ne pas être agréable à vivre avec toi. Donc, c'est pas évident. Moi, je ne trouve pas ça truc là. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas qu'on doit se baser sur la beauté ou bien se fier sur la beauté pour choisir son partenaire. Parce que la beauté ne fait pas le bonheur, dit-on. Avant qu'une femme ne t'attire, c'est d'abord sa beauté. Donc la beauté t'attire et tu t'approches d'elle et vous vous engagez. Maintenant, chemin faisant, puisque ce n'est pas la beauté seule qui compte dans un couple. Maintenant, chemin faisant, tu essaies de voir son comportement. Et parce que dans le couple aussi, il y a le comportement qui compte. Une femme exemplaire, c'est d'abord la beauté, d'accord? C'est ensuite le comportement au foyer, la compréhension. Au moment où l'homme a, comment est-ce que ça va se passer? Et s'il n'a plus, est-ce que la femme est prête à supporter? C'est tout ça là qu'on met dans femme. Moi, je parle de moi en personne. Je dis d'abord, il faut qu'elle soit belle d'abord. Ça, c'est moi, ça. C'est mes conditions, ça. Il faut qu'elle soit présentable. Quand elle va aller la présenter à ma famille, elle doit être présentable. Avant de t'engager avec quelqu'un, c'est sûr que vous allez marcher d'abord. Quand je dis marcher, vous allez apprendre à vous connaître et tout ça là. Bon, 1 an d'amitié, 2 ans. Parfois, il y a des amitiés qui durent même 5 ans avant de parler de mariage. Donc, à partir de là, déjà, je pense qu'on peut déjà connaître son conjoint ou ça, ou si je peux m'exprimer comme ça, et s'engager vis-à-vis d'elle. Le caractère de la personne qu'on a déjà choisi, c'est que il me semble que si vous êtes ensemble, vous êtes en copinage,
À partir de là, tu vas commencer par comprendre ce système, comment elle vit, quelle éducation elle a reçue de ses parents. Et les deux vont se compléter. Tu vas voir si ça, là, ça peut marcher ou non ou pas. Bon, pour détecter le comportement de quelqu'un qu'on a déjà choisi, c'est à force d'être de temps en temps avec la personne et de partager assez de choses ensemble avec la personne. Se connaître, beaucoup. Bon, il faut beaucoup se disputer, il faut beaucoup partager assez de choses ensemble. Comme ça, petit à petit, on finit par se connaître et on sait comment rester avec son partenaire, quoi. C'est simple, pour connaître son comportement, il suffit qu'au moment où vous êtes en amitié, de la fréquenter, d'aller régulièrement dans sa maison, fréquenter sa famille, aller dans la maison, voir le comportement qu'elle présente avec sa famille. Les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se réunissent ce jeudi à Abuja, la capitale du Nigeria. Un sommet crucial puisqu'il va déterminer la marche à suivre afin de restaurer l'ordre constitutionnel au Niger après le coup d'État du 26 juillet. Les Nigérians ont réagi mercredi à cette rencontre qui pourrait aboutir à de nouvelles sanctions contre le Niger. L'Afrique dans son ensemble et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest est mal dirigée depuis longtemps. Je pense que la CEDEAO ne s'est jamais engagée à aider les citoyens et assurer une bonne gouvernance. Et maintenant, lorsque les gens décident de prendre en charge le gouvernement, comme la junte au Niger, les citoyens nigériens, ils aiment ce changement. J'ai donc le sentiment que l'initiative de la CEDEAO pour rétablir la démocratie au Niger est un effort qui n'a pas vraiment de sens. Ce n'est pas le moment pour le Nigeria d'entrer précipitamment en guerre avec le Niger. C'est le moment d'explorer toutes les mesures diplomatiques pour résoudre cette situation. Car même lorsque vous entrez en guerre, vous avez le devoir d'engager des pourparlers afin de répondre à certaines problématiques. Dans ces efforts pour rétablir le président Bazoum, la CEDEAO, dirigée par Bola Tinubu, le président du Nigeria, avait donné un ultimatum à la junte sous peine d'un éventuel recours à la force. Une décision qui a divisé les populations de la région. Nous ne serons pas sages vis-à-vis de l'histoire si nous nous contentons de dire que la CEDEAO ne doit pas agir au Niger. Le président Tinubu est dans une mauvaise position car il est le président actuel de la CEDEAO. Et en tant que dirigeant élu, il n'est pas dans son intérêt de laisser une junte militaire s'installer dans un des pays de la CEDEAO. D'importantes décisions sont attendues lors de ce sommet, a prévenu mardi le bloc de l'Ouest, qui a toutefois réaffirmé privilégier la voie diplomatique pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. À Abuja, au Nigeria, jeudi, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont fait un pas vers une intervention militaire au Niger visant le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays. Ils ont ordonné le déploiement de la force en attente de l'organisation régionale, tout en poursuivant la recherche d'une solution pacifique à la crise née de la prise de pouvoir par les militaires à Niamey. Ordonner au comité des chefs d'état-major des armées d'activer immédiatement la force en attente de la CEDEAO avec tous ses éléments. Ordonner le déploiement de la force en attente de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel en République du Niger. Souligne son engagement continu pour la restauration de l'ordre constitutionnel par des moyens pacifiques. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est voulu plus explicite sur l'intervention à venir. Son pays fournira un bataillon de 850 à 1100 hommes. La France dit apporter son plein soutien à l'ensemble des conclusions de la CEDEAO. L'Organisation des Nations Unies, préoccupée par le sort de Mohamed Bazoum, 2 semaines après avoir été renversé par un coup d'État militaire et assigné à résidence,
Le président déchu du Niger vit dans des conditions de plus en plus difficiles. Il est détenu avec sa femme et son fils au palais présidentiel. Nous sommes au courant des récentes informations selon lesquelles le président du Niger, Mohamed Bazoum, et sa famille vivent sans électricité, sans eau, sans nourriture et sans médicaments. Le secrétaire général est très préoccupé par les conditions de vie déplorables du président Bazoum et de sa famille qui continuent d'être détenus arbitrairement par les membres de la garde présidentielle au Niger. Le secrétaire général réitère son inquiétude concernant la santé et la sécurité du président et de sa famille et appelle une fois de plus à sa libération immédiate et inconditionnelle et à son rétablissement en tant que chef d'État. Le secrétaire général est également alarmé par les informations persistantes faisant état de l'arrestation de plusieurs membres du gouvernement. Il demande d'urgence leur libération inconditionnelle et le strict respect des obligations internationales du Niger en matière des droits de l'homme. L'appréhension est grande concernant le sort de Mohamed Bazoum alors qu'une intervention de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest au Niger est imminente. Il était là, il était avec eux. Il était visé. Le retour à l'ordre constitutionnel au Niger était une nouvelle fois au centre d'un sommet jeudi à Abuja au Nigeria des dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Dans cette optique, le bloc régional peut compter sur les États-Unis entre autres. Le secrétaire d'État américain a exprimé le soutien de son pays à la CEDEAO jeudi. Comme vous le savez, la secrétaire d'État adjointe, Mme Nuland, vient de se rendre au Niger. Elle a eu l'occasion de s'entretenir directement avec les chefs militaires qui ont entrepris cette action et leur a fait comprendre qu'il était impératif de rétablir l'ordre constitutionnel et qu'ils couraient des risques s'ils ne le faisaient pas. La CEDEAO, l'organisation qui rassemble les pays d'Afrique de l'Ouest, joue un rôle de premier plan pour faire comprendre l'impératif du retour à l'ordre constitutionnel et nous soutenons vivement son leadership et son travail dans ce domaine. Le chef de la diplomatie américaine prône une résolution pacifique de la crise alors que la CEDEAO a activé jeudi le déploiement de sa force en attente. L'avocat franco-espagnol Juan Branco a exigé la libération de tous les prisonniers politiques sénégalais lors de sa première apparition publique officielle depuis son retour en France. Arrêté pour complotisme et désinformation en Mauritanie, puis remis aux autorités sénégalaises vendredi. L'avocat de l'opposant Ousmane Sonko avait été expulsé lundi dernier. J'invite Macky Sall à ce que ma libération soit la première, à ce qu'elle ouvre la porte à la libération de l'ensemble des prisonniers politiques pour permettre, encore une fois, cette transition démocratique que lui réclame le peuple sénégalais. Je l'invite à faire cesser les violences qu'il inflige à Ousmane Sonko, à le laisser se présenter librement aux élections qui viennent. 2 jours après l'arrestation d'Ousmane Sonko, l'avocat français avait fait une apparition surprise lors d'une conférence de presse à Dakar. Il y exposait les crimes du gouvernement sénégalais, photo à l'appui. Durant son court séjour en prison, Juan Branco affirme avoir été témoin de ces violences qu'il dénonçait. Traversé par des balles. J'ai vu ces blessures dont on m'avait fait. Le président de la République centrafricaine a déclaré que son pays souhaitait entretenir de bonnes relations avec la France dans une interview qui fait suite à des années de tensions, alimentées par le rapprochement de la République centrafricaine avec la Russie et le déploiement de mercenaires du groupe Wagner dans le pays. Interrogé sur son partenariat avec la Russie, Faustin Archange-Touadéra affirme vouloir poursuivre la coopération avec Moscou. Nous avons échangé avec les autorités de la Fédération de Russie, avec qui nous avons discuté sur le soutien qui a déjà commencé depuis très longtemps et qui a fait faire des avancées à la République centrafricaine sur le plan sécuritaire et qui doit se poursuivre. La République centrafricaine est un pays qui cherche à entretenir des bonnes relations avec tous les pays qui souhaitent travailler avec nous, avec tous les pays amis, y compris la France.
que la Fédération de Russie. Parce qu'aujourd'hui, nous menons une diplomatie pour permettre à notre pays de bénéficier de type de coopération. Faustin Archange Touadéra, dont les relations avec Paris se sont fortement dégradées depuis le rapprochement de Bangui avec la Russie en 2018, a déclaré que son pays souhaitait de bonnes relations avec la France. Nous ne sommes pas contre la France pour ne pas discuter avec la France. Je viens juste de recevoir le nouvel ambassadeur de la France en République centrafricaine. Ça veut dire qu'il y a la coopération entre la France et la République centrafricaine qui se poursuit, et nous cherchons à l'améliorer, à consolider dans l'intérêt de nos deux populations, évidemment en privilégiant également aussi l'intérêt du peuple centrafricain dans ces relations. Bangui accusait Paris de soutenir un embargo sur les armes, l'empêchant de combattre une multitude de groupes armés rebelles. Après le départ des militaires français en décembre 2022, Wagner s'est imposé comme l'un des principaux partenaires sécuritaires du gouvernement centrafricain. Au Soudan, alors que plus de 100 jours se sont écoulés depuis le début des combats entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide, le conflit armé aurait favorisé la recrudescence d'anciennes tensions ethniques au Darfour, selon l'ONU. Martha Ama-Akapobi, sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique, a indiqué que les combats qui se poursuivent sans relâche occasionnent de grandes souffrances pour les populations. Les combats au Darfour continuent de rouvrir les vieilles blessures des tensions ethniques et des conflits passés dans la région. Les violences brutales commises à El Jenina et à Sirba sont des exemples particuliers de cette situation. La situation est très préoccupante et pourrait rapidement plonger le pays dans un conflit ethnique prolongé, avec des retombées régionales. Le pays d'Afrique de l'Est a été plongé dans le chaos le 15 avril dernier lorsque des tensions latentes entre Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo ont débouché sur des combats ouverts à Khartoum, entraînant le déplacement de millions de personnes et la fuite de près de 900 000 d'entre elles. La Tunisie et la Libye ont annoncé ce jeudi s'être entendus pour répartir l'accueil des migrants africains bloqués pour certains depuis un mois près d'un poste frontière. Selon des sources humanitaires, environ 300 migrants originaires d'Afrique subsaharienne étaient bloqués dans des conditions très précaires sur une langue de terre au bord de la mer dans la zone tampon de Ros Jedir. La Tunisie va prendre en charge un groupe de 76 hommes, 42 femmes et 8 enfants. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Faker Bouzraya, cet accord bilatéral a été établi à l'initiative du ministère de l'Intérieur libyen afin de mettre fin à la crise des migrants irréguliers bloqués dans la zone frontalière. L'accord prévoit que les Libyens prendront en charge le reste des migrants bloqués, soit environ 150 personnes selon le porte-parole officiel tunisien. Après la mort le 3 juillet à Sfax d'un Tunisien lors d'une rixe avec des migrants, au moins 2000 ressortissants subsahariens avaient été expulsés par les forces de sécurité tunisiennes. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, a rencontré mercredi son homologue jordanien, Ayman Safadi, lors d'une visite à Amman, la capitale du Royaume de Jordanie. Cette rencontre a donné lieu à la signature de plusieurs protocoles d'accord qui devraient faciliter, selon Vincent Biruta, les échanges entre les deux pays. La signature de cet accord contribuera à stimuler les échanges entre les peuples de nos deux pays et à renforcer les activités touristiques ainsi que le commerce et l'investissement. La visite permanente d'une délégation de haut niveau entre nos deux pays est le résultat de l'engagement de nos chefs d'État à renforcer les relations entre le Rwanda et le Royaume de Jordanie, tant au niveau bilatéral que multilatéral. Le Rwanda et le Royaume de Jordanie ont signé un accord exemptant les détenteurs de passeports ordinaires des deux pays de l'obligation de visa, a annoncé le ministre jordanien des Affaires étrangères. Aujourd'hui, nous avons signé un accord et deux mémorandums d'entente. L'un porte sur le développement urbain et le logement. Un autre annonce que le Rwanda et le Royaume de Jordanie
ont décidé de supprimer les visas pour l'entrée des citoyens dans les deux pays. Et le troisième porte sur la coopération dans le domaine de la formation diplomatique et de la diplomatie. Au total, 10 accords et mémorandums d'entente ont été signés. Les deux parties ont également échangé sur le renforcement de la coopération antiterroriste, conformément à l'initiative du processus d'Aqaba lancé en 2015 par le roi Abdallah II de Jordanie.